L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter a été enregistré lors d'un live du label Podcut le samedi 1er février sur YouTube. Bonne écoute. Est-ce qu'on m'entend? Tac, tac, tac. C'est bon, Jo. C'est bon? Ok, Ouais. c'est parti. Bonjour. Pour finir ce live, on va faire un épisode de Vite un truc à mater sur Netflix. Et on va rebondir sur la recommandation de Julien, qui était The Outsider, il n'y a pas longtemps, et on va rester dans un univers nippon pour parler de la sortie aujourd'hui sur Netflix des 7 longs métrages du studio Ghibli, enfin de 7 parmi tant d'autres. Donc, je vais vous faire un petit classement absolument personnel et subjectif. Et on va commencer par le bas du classement avec La Lanterne Rouge qui est Je peux entendre l'océan de Tomomi Mochizuki. Et c'est sorti en 1993 et on suit un triangle amoureux entre 3 lycéens dans la préfecture de Kochi. Sur 72 minutes de film, je dois avouer que j'ai pas trop été touché par l'histoire ou les personnages. Donc on va passer directement au suivant qui est Les Contes de Terre et Mer de Goro Miyazaki, fils d'Hayao Miyazaki, qui s'inspire fortement d'un manga écrit par son père 20 ans plus tôt, qui s'appelle Le Voyage de Shuna. C'est une quête initiatique très classique, c'est presque de l'heroic fantasy. Voilà, je me souviens m'être fortement ennuyé et je dois avouer pas avoir eu trop le courage de revoir le film avant la chronique. Donc là non plus, je vais pas trop m'attarder. Mais maintenant, on va rentrer dans ceux qui m'ont plu. Je vais vous parler de Kiki la petite sorcière. Alors, j'avais jamais vu Kiki la petite sorcière et je l'ai vu en préparant ce live. Ça raconte l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui s'appelle Kiki, qui va quitter la maison de ses parents à l'âge de 13 ans. Apparemment, c'est la tradition. C'est un peu comme dans Pokémon. Tu as 13 ans, tu pars découvrir le monde. Et elle va partir sur son balai avec son chat et essayer d'aller s'installer dans une autre ville pour faire sa vie. Et on va la suivre dans une grande ville, essayer de trouver du travail. Et au final, elle va être livreuse pour une boulangerie et elle va vivre plein de petites aventures et se lier d'amitié avec les habitants de la ville. C'est un classique, les musiques sont super cool, c'est plein de bons sentiments. Et bon, il se passe pas grand-chose, mais on passe un bon moment. Alors, en quatrième position, il y a Mon voisin Totoro. Voilà, sorti en 88. C'est l'une des œuvres les plus connues d'Hayao Miyazaki. Et Totoro en lui-même, c'est très vite devenu la mascotte des studios Ghibli. Des scientifiques ont même nommé un astéroïde en hommage à la grosse bestiole. C'est un film qui nous raconte l'histoire de Satsuki, 10 ans, et Mei, 4 ans, qui emménagent avec leur père dans un village à la campagne pour être au plus proche de leur mère convalescente. Elles vont se lier d'amitié avec Totoro, une sorte de gros ours magique vivant dans leur jardin. Alors là non plus, j'ai pas revu Mon voisin Totoro parce que j'avais pas trop besoin. Je garde un souvenir très vif de ce film que j'aime beaucoup. C'est contemplatif, c'est paisible. Comme souvent dans les films d'animation, ce que j'aime, c'est les différents degrés de lecture. Et dans Mon voisin Totoro, on a vraiment un côté enfantin et onirique qui est assez évident d'un côté, mais aussi des éléments sur la vie de famille, la vie à la campagne, en rapport avec la vie à la ville, les maladies, comment on gère la maladie d'un proche dans une famille. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, mais peut-être c'est aller un peu loin, que Totoro, en fait, c'est une métaphore pour le dieu de la mort qui vient chercher la mère des jeunes filles et qui vont ensuite emporter les jeunes filles à leur tour. Enfin, c'est une métaphore très très glauque. Mais en tout cas, je suis très content que ça arrive au catalogue de Netflix parce que ça va être une occasion pour moi de regarder ça avec ma nièce qui a tout juste l'âge et de lui faire découvrir un peu les animés japonais par ce biais. Alors, on va entamer le tiercé de tête. Et oui, Totoro n'était pas dans mon tiercé de tête parmi les différents films qui sortent ce coup-ci.
avec un film qui s'appelle Souvenir goutte à goutte, qui a été réalisé par Isao Takahata et qui est sorti en 1991. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire de Takeo, qui en anglais est joué par Daisy Riley, chose que j'irai écouter sur Netflix parce que je n'avais pas chopé une version anglaise. Donc Takeo a 27 ans et pour ses vacances, elle fait du woofing. C'est une sorte de coach surfing. Tu vas dans des fermes et en échange du gîte et du couvert, tu travailles, tu fais du travail agricole. Et au fur et à mesure où elle fait ça, elle va avoir plein de souvenirs de son CM2 qui va lui remonter. Et donc, il va y avoir énormément de flashbacks et d'histoires en parallèle entre sa vie à 27 ans et sa vie au CM2. Il y a énormément de sujets qui sont abordés, la jalousie entre frères et sœurs, premier amour, l'éducation de manière générale au Japon et la découverte des règles. Le tout est porté par des musiques super cool d'un compositeur qui s'appelle Kat Oshi. Et c'est très très différent de ce qu'on peut retrouver dans les autres musiques des films du studio Ghibli. Là, on est vraiment sur des musiques à inspiration flamenco ou d'Europe de l'Est. C'est vraiment très 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 sympa. Et ça a été ma grosse découverte en préparant cet épisode. Alors, pour la médaille d'argent, c'est Le Château dans le ciel, qui est donc par Hayao Miyazaki. C'est officiellement la première production des studios Ghibli en 1986. Et là, on a la totale. On a de la magie, on a des paysages grandioses, on a une aventure épique. L'histoire, bah, c'est une jeune fille qui s'appelle Shita, qui s'enfuit d'un vaisseau volant et qui va tomber du ciel, littéralement, et se faire recueillir par un jeune garçon qui va l'aider à fuir des assaillants, et ils vont tous les deux se retrouver pris dans un tourbillon d'événements qui pourrait mener le monde à sa destruction. Donc voilà, je vais me répéter, mais le mot qui décrit le mieux le château dans le ciel pour moi, c'est l'aventure. C'est vraiment des enjeux qui s'escaladent au fur et à mesure, une course-poursuite qui s'enchaîne dans des environnements différents, presque vidéoludiques au final, avec des différents niveaux. On a des personnages qui sont hyper attachants, des machines volantes avec des designs qui sont hypnotisants, des pirates du ciel qui sont pour moi hilarants, et un sous-texte, là encore, assez puissant sur le traumatisme de la bombe atomique au Japon et la peur d'un retour, enfin d'une guerre nucléaire. Et ça, on le retrouvera dans d'autres œuvres d'Hayao Miyazaki comme Nausicaa. Voilà, au fur et à mesure que j'ai écrit ce conducteur, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans Le Château dans le ciel, c'est que c'était une combinaison des éléments que je préférais dans toutes les œuvres d'Hayao Miyazaki. On a des machines volantes, bon, ça dans dans toutes ses œuvres, hein. On a des figures féminines très fortes. On a des pirates de l'air qu'on va retrouver dans Porco Rosso. On a la peur de la guerre qu'on retrouvera dans le château ambulant. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un grand crossover entre toutes les œuvres d'Hayao Miyazaki. Donc c'est une très très bonne porte d'entrée pour cet univers. Et on va finir cette sélection avec la médaille d'or qui revient à Porco Rosso. C'est encore d'Hayao Miyazaki. Et c'est quelque chose d'assez différent de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, vu que on va être dans notre monde réel, on va être en Italie cette fois, et on va suivre un pilote d'avion dans l'Adriatique entre les deux guerres mondiales, sur une fond de récession économique et de montée du fascisme. Donc le pilote s'appelle Marco Paggio, il est chasseur de primes et il est plus connu sous le nom de Porco Rosso pour deux raisons, parce que son avion est rouge pétant et parce que c'est un cochon. Oui, voilà, c'est le twist. On s'y attendait pas. On pourrait avoir un humain à la place, mais non, c'est un cochon pilote dans l'Adriatique dans les années 30. Et on va pas avoir d'explication, on va pas chercher nécessairement à la magie, euh, mais, euh, mais, mais voilà, c'est un élément qui sort de l'ordinaire. Miyazaki en parle en disant que
c'est un animal qui, pour les Japonais, pour lequel les Japonais, pardon, ont de l'affection, mais que le cochon, on le respecte pas assez. Et un peu comme le personnage, ben, c'est un personnage avare, un animal, pardon, avare et capricieux et pas très social. Donc, on retrouve bien pourquoi est-ce qu'il a choisi le cochon là. Alors, au niveau du film, il y a des paysages qui me rappellent les voyages que j'ai pu faire en Italie avec ma famille quand j'étais enfant. Les musiques de Joe Hisaishi sont très justes et délicates. Les personnages sont sont caricaturaux au début, mais au premier abord, enfin, et puis après, ils sont très attachants. Ils évoluent bien au fur et à mesure du film. Et voilà, selon Miyazaki encore, c'est un film qui s'adresse à un public large, mais autant aux hommes d'âge mûr qu'aux jeunes qui rêvent d'une vie d'aventure. Et au final, l'une des métaphores du film, c'est cette transformation de je rêvais d'une vie d'aventure et je me retrouve à plutôt faire une vie de bureau et je me suis transformé un peu en cochon à force de travailler comme un fou. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup ce film et je suis très content qu'il soit disponible maintenant sur Netflix et je pourrais le regarder à la fois en VO parce que voilà, c'est quand même tout ce que je vous ai cité, c'est quand même plus agréable à regarder en VO, mais en VF, Porco Rosso eh bien, est doublé par Jean Reno, qui fait un très très bon travail de doublage et qui apporte beaucoup de charisme à ce personnage. Et dernier petit point, le saviez-vous, mais Hayao Miyazaki est féru d'aviation et il a appelé le studio d'après un avion de reconnaissance italien, le Caproni CA309 Ghibli. C'est donc un avion de reconnaissance de la Seconde Guerre mondiale et en choisissant ce nom, il voulait signifier que le studio aurait un rôle d'éclaireur et soufflerait un vent de nouveauté dans le paysage de l'animation japonaise. Voilà, donc c'était la petite info en plus. Donc si on résume, Je peux entendre l'océan. Bon, c'est une histoire d'amour, allez-y si ça vous tente, mais vos enfants, ils s'y intéresseront pas. Les Contes de terre et mer, c'est de l'heroic fantasy, un voyage initiatique, voilà. Mais bon, sur Netflix, allez plutôt voir Le Prince des Dragons ou Avatar The Last Airbender, la série, pas le film, la série. Kiki la petite sorcière, c'est tout public, c'est une très bonne initiation aux animés japonais pour les enfants. Mon voisin Totoro, clairement tout public aussi, un bon moment de 7 à 777 ans. Souvenir goutte à goutte, film sur la nostalgie de l'enfance et sur les moments qui vont nous définir. euh, et, euh, et voilà, donc pas pour les enfants pour le coup, mais un très très bon moment. Le château dans le ciel. Là, pas nécessairement pour les enfants tout de suite, parce qu'il y a quand même quelques scènes de bataille. Pour vous donner un petit point de comparaison, si vous vous dites que votre enfant est prêt pour Star Wars, bon bah là, vous pouvez y aller. Porco Rosso, bah foncez sans hésiter, hein. Si vous l'avez jamais vu, vous savez ce que vous pouvez faire cet après-midi. Et vos enfants, ils s'ennuieront peut-être à un ou deux moments, mais il y a plein de passages très cartoon qui devraient récupérer leur attention. Donc, c'est les 7 premiers films du studio qui vont être mis à disposition, qui sont déjà dessus. J'ai vérifié avant le live. Et on en aura d'autres après, le 1er mars et le 1er avril, encore deux vagues de 7 films. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis sur ces différents films sur les pages Facebook, Twitter, Instagram du label. Et puis maintenant, on va clôturer ce live avec Sous-X.